Le monde appartient à des profils comme le mien. C'est-à-dire, il faut être un gambler, il faut tout tenter. Parce que la frontière entre la folie et le génie, c'est le résultat. Point à la ligne. Bonjour, c'est Ganoui de Créer Société Dubaï. Alors, je vous représente, s'il faut te présenter, Sadek. Aujourd'hui, l'idée de la vidéo, c'est de parler justement du fait de repartir de zéro. Parce que Mhm. tu as construit une carrière en France, tu es arrivé aux Émirats, puis tu repartais, moi je considère que tu repartais de zéro quand même. Ah, tu l'as vu. Voilà. Ouais. Repartir de zéro, construire, tester des choses. Et je Mm. pense que tu es un très bon interlocuteur pour ça. Je te laisse te présenter et nous dire un petit peu ton parcours à Dubaï. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sadek, donc moi je faisais de la musique et du cinéma en France jusqu'à mes 31 ans. En 2007, à l'âge de 16-17 ans, j'étais déjà en train de commencer à sortir et à préparer mes premiers disques. J'ai eu une carrière où j'ai eu des doubles disques de platine, des disques d'or, des disques de diamant, j'ai produit des artistes, j'ai été scénariste. En 2023, j'ai senti que justement ça ne me parlait plus et que je n'avais plus ma place et qu'il était temps pour moi de tenter justement de nouvelles expériences. Une nouvelle expérience double, je m'expatrie dans un nouveau pays. Mhm. Normalement, on ne l'accompagne pas forcément de je change de carrière. Ouais, c'était Ça fait deux choses quand même complètement. Pourquoi toi, tu as fait ce choix? parce que j'étais plus du tout épanoui dans ce que je faisais. Et ce qui est drôle, c'est que voilà, nous, on est des gens qui ne montrent pas quand ça va pas. Et ça a été une période très difficile, 2022, 2023, justement, cette transition. Et puis, il faut savoir que moi, je suis un extrémiste dans ce que je fais. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de radical dans le sens où soit c'est A, soit c'est B. Et quand j'ai arrêté la musique, j'ai complètement arrêté la musique. Je me suis même assuré de me tirer une bonne balle dans le pied pour ne pouvoir jamais y revenir. De l'autre côté, il fallait être dans l'urgence et j'ai toujours remarqué que je travaillais beaucoup mieux en flux tendu et au pied du mur. De toute façon, moi, je t'ai suivi. Mhm. Donc, j'ai vu que tu as quand même testé pas mal de choses à Dubaï, etc. Tu Bien as sûr. eu vraiment plein d'idées. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient les idées que tu as mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et les leçons que tu en as tirées? J'ai lancé un restaurant Mhm. maghrébin ici à Dubaï, partant du postulat qu'il n'y en avait pas et donc forcément j'allais avoir une plus-value de malade mental. Et très bonne localisation, Marina. Très très bonne localisation. Et du coup, ça a fonctionné, mais on s'est fait arnaquer. Pour la petite histoire, à Dubaï, tu as la possibilité de pouvoir payer ton année de location en une seule fois. Ça te permet d'avoir un petit discount et surtout de t'assurer la place. Et dans une localisation comme la Marina, mieux vaut s'assurer la place en montrant qu'on est solide. Sauf quand on a un interlocuteur en face qui est un arnaqueur et qui, lui, ne paye pas le building dans lequel il est. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce qu'on appelle une cloud kitchen et non pas une dark kitchen, la différence, c'est que dans une cloud kitchen, tu peux venir manger sur place. Et nous, on avait une très belle terrasse sur la Marina. Et de l'autre côté, cette personne-là ne payait pas ses rentes au building depuis plus de 8 mois. Donc ça a créé d'énormes problèmes. Et au moment où j'atteins mon seuil de rentabilité, la personne disparaît, rentre dans son pays d'origine et nous laisse tous en galère et nous Et dit sans recours. voilà, vous pouvez aller aux courtes, débrouillez-vous, etc. Sauf qu'à cette époque-là, ce qui est bien, c'est que on était fin mai, je crois, 2023. Et fin mai 2023, ça nous a donné l'opportunité de pouvoir se dire est-ce qu'on reprend en septembre ou pas. Et on s'est rendu compte que le milieu de la restauration reste extrêmement chronophage et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Je ne mettrai pas le temps de qualité que j'ai avec ma famille au détriment justement d'une aventure culinaire, surtout que c'est pas un domaine qui me plaisait énormément. Bien sûr. Alors, je fais des petits rappels. Cloud Kitchen, l'arnaque en question, c'était pas que toi, hein. Moi, j'avais une amie coréenne qui était dans la même que toi Ah oui, oui, avant toi. bien sûr, ouais, Et on se l'est tous pareil, elle a mangé. dû partir. Et quelles sont les conséquences quand on ne paye pas un building? C'est tout ça. Enfin, quand la personne ne paye pas le building, c'est tout ce qui va être gestion des déchets qui n'est plus assuré. Ça va être. Enfin, c'était quoi? C'était l'eau, Il y l'électricité, avait le plus d'eau, plus gaz. d'électricité, Voilà. fermeture aussi de la terrasse, c'est-à-dire que moi j'avais fait une offre exceptionnelle pendant le Ramadan où j'étais en appel d'offres, c'est-à-dire que j'avais fait les coûts de ce que le repas me coûtait et je crois que je perdais 1 dirham 50 par repas, par personne qui venait manger. J'avais fait un repas à 38 dirhams avec briques, plats, desserts, poissons. Euh, voilà, et je voulais faire un appel d'offres et ça avait cartonné. Il y avait la terrasse à 70%, elle était pleine de mon restaurant. Et un soir, pendant que les gens sont en train de manger, le propriétaire vient et commence à enlever les tables à la main, avec la sécurité de son building. Donc une honte comme pas possible. Bien sûr. Petite autre question, comme ça au moins on en tire aussi du Mhm. positif de tout ça. Enfin, en tout cas pour ceux qui ont envie de se lancer. Combien ça coûte une cloud kitchen à la Marina? 70 000 euros par an.
OK. Mm. Donc ce qui est quand même pas rien. Ouais, ce qui est quand même pas rien. Et puis Ouais. même, il y avait une anecdote marrante, c'est que moi, je voulais tout bien faire. À l'époque, j'avais de bons moyens pour justement investir. J'avais engagé un chef cuisinier pour former mes équipes que je payais plus de 7 000 € par mois et qui était un arnaqueur complet. En fait, on s'est rendu compte après en fouillant sur Facebook, etc., qu'il n'avait jamais travaillé dans la cuisine, qu'il venait d'une grosse famille en Algérie et qu'il vendait des villas en Thaïlande de base. Ouais, Voilà. d'accord. Très le profil Mais qui tu a t'en rappelles, rien à voir, tu oui, l'avais oui, bien vu sûr. Bah, un j'ai fait jour. son visa Ouais, aussi. ouais, bah voilà. C'était super, super Et tu marrant. l'avais trouvé comment? Je l'avais trouvé via Facebook, justement. OK. Ouais. Et alors si tu dois en tirer des conséquences de cette Je expérience? pense qu'il faut beaucoup plus benchmarker quand on se lance dans un nouveau domaine. Mmh. Et en fait, c'est marrant parce que c'est exactement comme dans ce que je fais aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont attirés par mon nouveau domaine qui est le trading et pouvoir prendre justement des positions en tant que particulier. Et encore une fois, rentrer dans un groupe comme le mien, faire un dépôt de capital que tu peux retirer, ne veut pas dire passer à l'exécution immédiate. Et donc, déjà, pour protéger les gens qui me rejoignent, je mets des modules d'apprentissage à disposition, des QCM, et il va falloir qu'ils comprennent que pendant le premier mois, ils sont là pour trader en démo. Et que si ça ne leur plaît pas, ils retirent leur capital et il n'y a aucun problème. Et ils vont voir ailleurs. Exactement. Ou même ils tentent autre chose, etc. Parce qu'en fait, avoir le syndrome de l'objet brillant est quelque chose qui va forcément t'emmener dans le mur. Et chaque domaine dans lequel tu veux avoir une vraie reconversion, tu vas être testé par l'univers et tu vas forcément avoir des échecs au début. Et c'est la meilleure manière justement de voir que c'est sain. C'est pour ça que j'aime beaucoup le livre L'Alchimiste. C'est traverser ces échecs qui fait qu'à un moment, tu sais pas pourquoi, bah, la mer est très calme et tout cool. Comme nous, ce qu'on appelle en trading le blue click, c'est-à-dire qu'à un moment, tu cliques et tu es dans le gain directement. Et ça continue à aller dans ton sens parce que tu as beaucoup souffert avant. Comment on passe du monde de la musique au monde de la restauration au monde du trading? Et j'étais déjà en train de m'intéresser, moi en particulier depuis 2021, au monde de la crypto-monnaie, au monde du trading, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me prends la tête avec des humains en fait? Je veux faire quelque chose où il n'y a zéro humain. Je veux pas avoir d'humain, je veux pas avoir à gérer ou à parler avec des humains. Alors est-ce que tes expériences, t'aurais pas tendance à dire que tu fais confiance trop vite? Ah oui, bien sûr. Moi, la confiance, elle est innée chez moi. OK. Elle est innée chez moi et elle se perd. Mais quand elle se perd, c'est irréversible. Et en vrai, c'est une erreur. Mais le truc, c'est que si tu ne fais pas confiance, comment est-ce que tu avances aussi? Mmh. Parce que de toute façon, je ne crois pas du tout au truc de self-made man. Ça n'existe pas. On est toujours obligé d'interagir avec d'autres humains pour justement bâtir des projets, comprendre, apprendre, transmettre, etc. C'est toujours un truc de donner et de recevoir. Et tu évoqué de travailler avec des amis, pour ou contre? Pour, Ouais, si c'est des vrais amis, mais un ami qui ne l'est plus ne l'a jamais été. Ça, c'est une phrase d'un ami qui l'est ça fait encore. mal. Ouais. C'est un ami à moi, voire même un mentor de vie qui s'appelle Lapsolaps, qui est un producteur de musique et quelqu'un qui a eu un gros parcours aussi dans notre industrie, etc. Et qui a toujours dit cette phrase, et elle m'est toujours restée en tête, un ami qui ne l'est plus ne l'a jamais été. Parce que entre amis, on est capable de se pardonner des choses. Mais s'il y a des lignes qui sont franchies, c'est qu'on n'est pas amis. Est-ce que tu penses que tu es venu ici avec de l'ego, avec parce que parfois il y a des gens, ils ont réussi quelque chose une fois, ils se disent, bah si j'ai réussi ça, je vais réussir ça, je vais réussir ça dans ma vie. Tout à fait. Ouais, je suis venu avec de l'ego, je suis venu avec de la motivation, avec une envie de croquer Dubaï et surtout en fait avec une fausse compréhension des expatriés ici. C'est-à-dire que je suis arrivé, je pense, dans l'année la plus glorieuse de Dubaï, c'est-à-dire 2020-2021, où les gens avaient des business qui tournaient tout seuls et où ils étaient très feignants. Et moi, j'arrivais avec la niaque, debout à 6 heures, enchaîner les rendez-vous, les trucs, courir partout comme un chien fou. Et en fait, me dire, vu leur niveau de rigueur et de motivation, je vais tout éclater en 2 secondes. Ah, si eux peuvent le faire, je peux le faire. Ouais, exactement. Mais en vrai, totalement faux. Et surtout, Dubaï et les habitudes de consommation aux Émirats, il faut absolument les comprendre avant de lancer quoi que ce soit ici. Par exemple, des fois, il y a des choses où je te dis, tiens, mais ça, il n'y a pas, il faut que je le ramène. Mais s'il n'y a pas, c'est parce que ça ne marchera pas, en fait. Si tu dois en tirer peut-être une ou deux ou trois leçons que tu as appris de ces habitudes de consommation, que tu as appris du fait de travailler aux Émirats, pourquoi il y en a qui réussissent, pourquoi il y en a qui réussissent pas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comprendre que quand on est vendeur, il faut sortir justement de cette psychologie de consommateur et ne pas faire les choses qui nous plaisent à nous. Comprendre qu'est-ce qui peut fonctionner ici, qu'est-ce qui fonctionne déjà, et surtout, j'ai réappris quelque chose qui est ne pas réinventer la roue. Une voiture avec des roues carrées, ça ne fonctionne pas. Donc améliorer, peut-être mettre des pneus un peu différents, etc. Mais
pas essayer de justement inventer quelque chose, la révolution, etc. C'est pas quelque chose auquel je crois. À part si on répond à un besoin vital qui peut se monétiser. Chose qui n'est pas mon cas aujourd'hui en faisant des fricassés à la marina. Il y a des projets aussi qui sont trop gros, mais je les entends, hein, beaucoup de personnes qui disent: «Ah, j'ai envie de faire ça», donc quelque part, quand on a envie de faire quelque chose, on peut aussi se dire: «La personne, elle va vouloir consommer», donc peut-être qu'effectivement, il y a du monde qui veulent ça aux Émirats, donc on a quand même le droit à l'erreur, que tu as l'impression qu'il y a une part de chance dans l'entrepreneuriat. Mais il y a une part de chance dans tout. C'est-à-dire que moi, je suis peut-être l'un des seuls qui dit que dans notre domaine qui est le trading, il y a une part de chance énorme. C'est-à-dire que oui, c'est probabiliste. Il y en a qui me disent oui, rigueur et discipline, il n'y a aucune chance dedans. D'accord, bah dans ce cas-là, on serait tous multimilliardaires et personne ne se mangerait des SL. La chance, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de persévérer jusqu'à ce qu'à un moment, ça se déclenche et que Dieu dise vas-y, c'est bon, tu peux passer. Mais il y a une part de chance dans tout. Les rencontres, c'est une part de chance. Se lever le matin, aller à gauche et qu'il se passe si à gauche et pas à droite, c'est une part de chance. Ça t'est jamais arrivé justement de pas avoir envie d'aller à un endroit et de te retrouver à cet endroit et il se passe quelque chose qui a été ultra bénéfique. C'est une part de Si, chance. bien sûr. Bah, même tu parlais de rencontres, moi, il y a 4 personnes, je le sais, hein, Hmm. lesquelles c'est, dont Aziz, que tu avais Bien déjà sûr. rencontré, qui sont les 4 personnes qui font que j'en suis là aujourd'hui. En vrai, je pense qu'aujourd'hui, ne pas prendre de risques, c'est peut-être le plus grand risque que les gens peuvent prendre. Mais pas que ce soit que financièrement, c'est-à-dire dans tout. Moi, il y a un phénomène qui me révolte. Ces jeunes qui s'achètent des habits de luxe qui valent 3 fois le billet d'un avion pour aller à l'aventure. Et les gens aujourd'hui ont tellement peur du regard des autres qu'ils préfèrent paraître que être. Mais est-ce que toi, dans le monde de la musique, à un moment donné, t'étais pas justement dans l'apparence aussi ou... Bah moi, en fait, mon Mhm. problème dans le monde de la musique, c'est que j'ai toujours été beaucoup plus que j'ai paru. C'est-à-dire que physiquement, je veux dire, j'ai toujours été quelqu'un d'assez négligé. Je vais pas essayer de plaire à qui que ce soit. Et c'est d'une bêtise énorme parce que, en fait, le monde de la musique est un monde de posture. Il faut paraître crédible plus que l'être. Et moi, j'ai toujours eu un mal-être dans la musique, c'est-à-dire que je n'ai jamais cherché à l'accentuer en étant avec des postures, etc. Quand j'ai conseillé des artistes, comprenant ce postulat-là et l'appliquant pour eux et pas pour moi, je me suis dit, mais je suis quand même un imbécile de ouf parce que on est dans du catch et je refuse de jouer ce jeu qui serait bénéfique pour ma carrière à moi. Ça a été l'outsider, on va dire. Ouais, bah de ouf, de ouf. Je veux dire, j'ai toujours fait ce qui me plaisait, j'ai répondu à aucun code. Il m'est même arrivé de croiser des gens qui étaient entre guillemets fans de ma musique plusieurs fois dans Paris dans la même semaine. Et tu perds énormément de ton côté rare, tu vois, artiste, etc. Quand tu me vois au Franprix, tu me vois au grec, tu me vois un truc, tu sais, c'est parce que je refuse de vivre anormalement en fait. Est-ce que là, du coup, tu te considères comme étant retourné dans un espèce de moule? Parce que quand tu fais du trading, tu conseilles les comptes démo, enfin, tu as une façon de faire qui est quand même assez, pas classique, pas Non, parce sage, on va dire. que. Non, non, moi Mhm. je suis très spécifique et Mhm. je suis très riscon. C'est-à-dire que à un moment où il y a des gens qui parlent de trading et tout et qui expliquent des patterns, des trucs, etc., je suis sûr à 100% qu'ils ne traitent pas. Parce que déjà 9 personnes sur 10 dans le domaine qu'on a n'est pas rentable. La dernière va être déjà celle qui va vraiment prendre des risques. Et à un moment, moi, les trucs de oui, risquer 1% par jour, etc., et de mentir aux gens, ce n'est pas ma manière de fonctionner. Moi, j'ai perdu 50 000 $ sur mon challenge en une journée. Je me suis calmé, j'ai déjeuné, j'ai regagné 51 200 derrière. Après, je stabilise, je fais ce que j'ai à faire, mais je suis à l'aise avec ce que je fais. Je le dis à tous ceux qui nous rejoignent ou quoi, c'est le mur au Poudlard. Vous n'êtes pas là pour avoir un complément de revenu et vous n'êtes pas là pour être des salariés du marché. Vous êtes là pour la légende, vous êtes là pour devenir trader. Et des traders particuliers qui rentrent dans la légende, comme Takashi Kotegawa, comme Ice Tech Capital, qui est le plus gros trader francophone, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément et que je regarde comme un mentor de très haut, Toi, tu t'es formé comment? en perdant 500 000 €. Ouais, tout Ah seul? oui. Pas de formation, rien? Non, non, je me suis formé sur le Ouais. marché comme un, Hein. comme un, comme un dégénéré. Surtout, en fait, le marché m'a corrigé dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que grâce à ces pertes, j'ai eu une grosse remise en question. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de me droguer. J'ai commencé le sport, j'ai compris que le trading était la chose qui me plaisait le plus au monde et je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent oui, il faut du sang-froid pour être trader, etc. Il faut du sang-froid pour être banquier. Pour être trader, on a des émotions. Maintenant, avoir des émotions et être un réceptacle ne veut pas dire améliorer son contrôle, sa psychologie et essayer justement d'être le plus rigoureux possible par rapport à ça. Moi, j'aime beaucoup Naruto parce qu'en vrai, l'histoire de Naruto, c'est quoi? C'est un enfant qui naît avec un démon et qui l'apprend à maîtriser petit à petit pour pouvoir obtenir le rôle qu'il veut depuis le début, c'est-à-dire être le gardien de son village. Ok. Et tant qu'il ne le maîtrise pas, il est capable de détruire la moitié de son village à cause de ce démon, chose qu'il veut protéger. T'es le père de 2 enfants, t'as un objectif, tu t'es pas dit: «Tiens, je prends quand même une formation pour être sûr, pour» Ah si, si, j'ai ouais. payé des mentorats et tout, mais j'ai OK. dit que c'était de la connerie.
OK, et tu les avais choisis comment? Parce que demain, moi, ouais. Recommandations, d'amis et tout. Je suis pas contre les mentorats, je suis pas contre les formations et tout, mais j'aime tu vois, par exemple, moi, ça fait 1 an et demi que je travaille sur une formation et j'ai tout noté en papier. C'est-à-dire qu'il y a rien qui est fait en IA, et cetera. J'explique des concepts de trading et j'explique surtout comment ne pas les utiliser. Bah, par exemple, un truc tout bête, on a ce qu'on appelle des zones de liquidité en trading parce qu'il y a des carnets d'ordre et les carnets d'ordre, en fait, sont des ordres passés à l'avance par les traders et donc forcément, ça va être des zones de réaction claires. Sauf que, en fait, le trading, là où il y a la même chose que la musique, c'est-à-dire qu'il y a aussi une grande part d'émotion, de sentiment de marché et toujours une histoire de flux. C'est-à-dire que la première des choses, c'est d'identifier une tendance et ces zones de liquidité deviennent comme des gares. Et là où les gens vont essayer de rentrer à quai, moi j'essaye d'en sortir. C'est-à-dire que par exemple, quand on est entre deux zones et que j'ai identifié une direction claire, je comprends que le prochain arrêt est cette zone où les gens veulent rentrer. Et c'est là où je vais sortir. Donc toi, tu as essayé des formations, tu t'es dit: «C'était pas terrible». Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui concrètement en trading? Propose une communauté. OK. C'est-à-dire que beaucoup de gens de niveaux très différents et de milieux sociaux très différents, de toutes les origines, etc., nous ont rejoints. Et grâce à justement, entre guillemets, l'écosystème que j'ai mis en place, il est possible d'apprendre ou même d'avoir un soutien et un accompagnement psychologique qui n'est existant nulle part ailleurs, parce que j'ai convaincu des gens qui étaient incorruptibles. C'est-à-dire que toute l'équipe que j'ai a toujours été anti-affiliation totale, et c'est des gens que je suis allé chercher pour justement bâtir quelque chose de solide. Moi, il faut savoir que j'ai combattu ce que tout le monde appelle, et aujourd'hui peut-être me qualifie comme ça, les influx voleurs. Mmh. Et c'est marrant parce que moi, on me qualifie d'influx voleur, mais toujours de l'extérieur. Je n'ai jamais eu de plainte ou de membres de ma communauté qui parlent dans le noir chez Élise Lucet. Je dis pas qu'on est tout le temps gagnant, je dis pas que tous ceux qui nous rejoignent sont absolument rentables ou quoi. Je garantis par contre une chose, c'est que notre intention à nous est de faire en sorte que les gens aient l'expérience de trading la plus agréable et d'accéder à la rentabilité de la manière la plus saine et la plus, pas rapide, mais sûre et solide possible. Mais c'est une forme de spectacle encore que t'as pas quitté Pour de moi, te c'est montrer? toujours du spectacle. C'est-à-dire que, en fait, ce challenge, quand je fais un Takashi Challenge où je pars de 13 005 pour pouvoir mettre en lumière l'histoire de Takashi Kotegawa, qui est l'un des plus grands traders retail particuliers, qui lui est parti de 13 500 $ et a fini à plus de 800 millions sur 8 ans, c'est pour aussi montrer aux gens l'histoire qu'il y a dans ça. Si les gens voyaient tout le travail que j'accomplis pour mon groupe et qui faisaient ne serait-ce que le dixième, c'est-à-dire que les gens qui me suivent par exemple sur mes réseaux sociaux savent que moi je suis debout à 4 heures du matin. 4 heures du matin, tous les jours, je suis debout. Soit je trade la session asiatique avec mon équipe nocturne, soit je vais aller au sport. À partir de 11 heures, je suis déjà en analyse. 17 heures, je suis en live trading presque tous les jours. J'ai mis une équipe en place. Chaque fois que je vois qu'on franchit un palier par rapport à ce qu'on gagne en plus dans l'affiliation, qu'on fait grossir justement nos revenus mensuels, j'engage du monde, que ce soit des coachs psycho, des coachs trading, des gens qui ont été en institution, des gens qui vont être légitimes. Pas dans un truc de voir les autres en concurrence. Je suis vraiment dans un truc de comment est-ce qu'on peut améliorer la compréhension et le trading en France. Parce que qu'on le veuille ou non, le trading n'est pas une arnaque. Si c'était une arnaque, pourquoi est-ce que l'État imposerait la flat tax et pourquoi est-ce qu'il taxerait les gains des gens qui sont rentables en trading? Si tu disais: «Ouais, moi j'ai choisi le trading pour m'éloigner des humains», et finalement tu en as fait une communauté. Ouais. Est-ce que tu t'es investi d'une mission qu'on t'a pas donnée quelque part? Peut-être, mais c'est une communauté de fous du bus, c'est-à-dire que c'est que des mal-aimés, chacun dans Mmh. leur coin, et au final, je ne me mens pas à moi-même, je sais qu'ils me rejoignent aussi beaucoup par rapport à la personnalité que je peux leur transmettre et dans laquelle ils ont un phénomène d'identification. Et donc ces gens-là qui m'ont rejoint ne rentrent pas dans un contexte de justement de gens avec qui je suis obligé de composer. Et il m'est arrivé aussi de sortir des gens de ma communauté, voire même de les rembourser parce que je veux garder ma communauté dans l'esprit qu'elle a. Donc ça va être quoi l'esprit de l'imprimante? C'est bienveillance, c'est pas d'arnaque, langage propre, et je suis pas dans un truc de oui, pas de mutinerie ou quoi. Il m'est arrivé d'avoir des séries de pertes où t'as des membres qui disent il vous arrive quoi en fait? Envoyez pas, vous êtes en contre-tendance, truc, c'est bête, c'est stupide ce que vous faites, etc. T'as raison, je suis désolé, on se reprend. Parce qu'au final, on essaye de fournir un service, un minimum de, pas de garantie, mais de gains à avoir, parce que c'est notre sport en fait. C'est comme une équipe de foot qui ne gagne plus. Si t'es le Real de Madrid et que t'enchaînes 10 défaites, il y a un moment, il faut que ça gueule dans le vestiaire. Bien sûr. C'est important. Et si je te demande, le profil type de personnes justement qui te suivent? Ce qui est surprenant, Mmh. c'est qu'il y a tout. OK. Il y a beaucoup d'expatriés. OK. Il y a énormément d'expatriés. Par exemple, quand j'étais en Thaïlande, j'en ai vu beaucoup. Il y a des gens qui vivent à Bali, des gens qui vivent en Malaisie. Et le profil type, c'est des loups. Quand j'ai dit les loups, c'est-à-dire c'est des jeunes entre 20 et 35 ans qui en veulent, ils ont envie d'essayer des choses, etc. Et en fait, là où je suis content, c'est que même ceux qui ne sont que de passage ne peuvent pas cracher sur l'écosystème de l'intérieur parce qu'ils comprennent que c'était peut-être juste pas fait pour eux le trading, mais que nous, on a fait tout ce qu'il fallait pour être présent. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'imprimante, tu peux pas poser une question sans qu'on t'ait répondu
1 heure après maximum. Tu as OK. 15 personnes à disposition. Ces 15 personnes-là, c'est pas tes salariés, c'est un regroupement de personnes? Pas des salariés, Ouais. c'est des freelancers. Donc, tu as ce OK. qu'on appelle des supports. Qu'est-ce qu'un support? C'est-à-dire, c'est des gens qui vont pouvoir régler, par exemple, tes problèmes avec le broker. Et ensuite, tu as beaucoup de gens que moi, j'ai engagés et qui étaient déjà dans ma communauté ou que je trouvais performant dans l'écosystème en général. C'est-à-dire que je vais regarder quelqu'un, je le vois jamais comme un concurrent, je le vois toujours comme un complément ou un camarade d'équipage. Moi, je suis complètement fan de One Piece. Luffy, le personnage principal, a une quête. Il veut devenir roi des pirates. Et tous les personnages qu'il choisit dans son équipage veulent devenir un, le meilleur épéiste mondial, l'autre, le meilleur cuisinier au monde, une autre, la meilleure navigatrice, un autre, le meilleur médecin, etc. Et donc, toutes ces quêtes annexes se complètent. Et c'est ce que je veux créer à travers l'imprimante. Est-ce que tu proposes ça comme un revenu annexe ou est-ce que ta mission, c'est de dire aux gens, bah voilà, vous pouvez aussi trouver la promesse de tout le monde, c'est liberté géographique, Non, liberté non, 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 financière. Non, non, ça, c'est non. pas ça. Moi, ma promesse, c'est Mhm. vous allez souffrir, vous allez passer par ce qu'on est passé, mais on va vous faciliter le truc. Tu te dis, il y en a qui gagnent gros, il y en a qui perdent aussi. Ouais. Bien sûr, il y a des grosses pertes. J'imagine, tu dois le dire parce que c'est tout le Ouais, monde dit, on ne joue pas ce qu'on n'est pas capable de perdre. mais que je le dise ou Mhm. pas, en fait, si tu tombes sur un profil qui est addict, par exemple, au jeu d'argent, ou qui a du besoin, il m'est arrivé aussi d'aller voir des membres en privé et de leur dire, je pense qu'il est temps que tu arrêtes parce que j'ai une visibilité sur les dashboards. Tu as d'abord tradé pour toi-même Mhm. avant de proposer aux autres de te Mais en suivre. vrai, j'ai pas Ouais. proposé, c'est on m'a demandé. Ok. Je me suis formé, j'ai appris ultra rapidement et vu que j'ai toujours documenté un petit peu ce que je fais, etc., les gens m'ont demandé justement à faire une communauté et tout m'est tombé dessus. Je suis pas allé chercher des contrats d'affiliation, etc., etc. Est-ce que, parce que tu critiquais les influenceurs, mais est-ce que Mhm. tu te considères maintenant comme un influenceur dans le monde de la trading? Pas de problème, Mm. aucun problème. Dites ce que vous voulez de moi. J'ai aucun souci avec ça et je critiquais pas les influenceurs à proprement dit, je critiquais les gens qui promettent des solutions pour s'enrichir aux pauvres. Du coup, c'est bien que tu en parles. Mhm. Quand tu as des influenceurs qui te proposent ce que tu proposes actuellement sur les réseaux sociaux, comment je peux te dire, tiens, lui, il me paraît crédible, lui, il faut que je m'en méfie. Alors le souci, c'est même pas est-ce qu'il est crédible ou pas. Ce qui est bien dans le trading, c'est que tout est mathématique, ça va juste dépendre de son service. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, il y a des gens qui sont juste ce qu'on appelle des marketeurs. Ça ne me dérange absolument pas à partir du moment où ils fournissent le service adéquat. Et là où je suis content quand je te disais, moi, je voulais améliorer la communauté trading francophone, des gens qui étaient considérés comme des arnaqueurs et qui gagnent énormément d'argent dans l'influence, n'étaient pas des arnaqueurs, étaient juste des gens qui avaient des mauvais services. Est-ce que aujourd'hui tu te sens responsable grâce à toi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu? Alors, ça serait. Alors, si je dis que je suis responsable des gens qui ont réussi, je suis aussi Mhm. responsable des gens qui ont perdu. Et moi, je sens que j'ai de la responsabilité morale par rapport aux gens qui me font confiance. Après, les résultats, je n'en suis pas responsable. C'est-à-dire que jamais de ma vie, j'ai dit telle personne a gagné 280 000 euros grâce à moi. Il y a énormément de gens qui me disent c'est grâce à toi, etc. Peut-être que je leur ai donné l'envie. Et de l'autre côté, quand il y a des gens qui font des pertes, je suis responsable des setups que je vais partager parce qu'on partage aussi des setups histoire que les gens aient des manières de lire le graphique. Et surtout, je leur dis posez-vous toujours la question et venez nous demander pourquoi est-ce qu'on rentre ici, pourquoi est-ce que on va accepter une perte ici, pourquoi est-ce qu'on va aller chercher tel et tel objectif de gain. Ça vous permet d'avoir comme un espèce de calque. Mais le calque, si tu es juste là pour être un ninja copy, tu vas jamais t'en sortir. Le but, c'est d'apprendre à dessiner tout seul. Donc, je me sens responsable de ma communauté dans le sens où je dois être impliqué. J'ai envie de voir le parcours même mental de quelqu'un qui est très haut, a peut-être un certain ego, etc., qui a des fonds, qui les injecte dans des projets qui ont bah, une vraie possibilité de réussir, comme le restaurant, là, il était bien localisé, etc., Bien sûr. à qui bah, il se passe quelque chose qui est indépendant de sa volonté et finalement ça marche pas, qui est obligé de se reconstruire encore à nouveau. Bah, c'est un peu la psychologie du trading aussi, hein. Ça monte, ça descend, on perd, on gagne. Quelles sont les grandes leçons que tu en as tirées de ta réussite, de tes échecs? Ça, je l'ai tiré du trading. On prend ce que la vie nous donne et pas ce qu'on veut. Mais on va chercher. Toujours. Il faut faire les causes dans la vie. Tout ce que tu peux, tu le fais. Et ensuite, t'attends l'approbation. Et tu dois être dans une espèce de reconnaissance mystique où si tu n'as pas eu ce que tu voulais, tu dois accepter que c'est pour ton bien. Et ça m'a pris énormément de temps d'apprendre à m'écouter. Et quand j'ai réussi à le faire et à me mettre des limites et à respecter les règles que j'ai écrites et mon cadre,
je suis passé dans une autre dimension. Et ça, donc ça, c'est ce que tu as appris de ce que tu de tes «échecs» entre guillemets. Mhm. Qu'est-ce que tu peux tirer maintenant comme, leçon de tes réussites? Je pense qu'on tire aucune leçon de ses réussites, on tire que des leçons de ses échecs en vrai. Dans Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: la même attaque ne marche jamais deux fois sur un chevalier d'or. Il y a des erreurs que j'ai faites que je peux pas reproduire. Justement, ce qui va faire aujourd'hui ma force dans ce que je fais et qui est complètement sine qua non, ça va être le fait, un, d'être constant, d'essayer d'être le plus organisé possible et surtout d'avoir une parole. C'est ultra important. Tu sais, il y a ce livre Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill que je conseille à tout le monde de lire. Il démonte tous les clichés que tu as sur les entrepreneurs à succès, dans le sens où en fait, les gens ne comprennent pas qu'il faut être moralement impeccable et être un exemple pour pouvoir diriger convenablement une équipe ou un gouvernement ou une famille ou n'importe quoi. C'est ultra important et c'est des choses que je ne comprenais pas, que je n'acceptais pas parce que dans la musique, c'est, si tu veux, le chaos de tes émotions qui peut faire ton succès à un moment. Et en fait, sans cadre, sans, encore une fois, on en revient à Naruto, à Kyuubi, sans contrôle, la puissance n'est absolument rien. Tout ça, je l'ai appris sur le dur, sur le tas, et c'est ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, je peux, entre guillemets, diriger des équipes, parce que pour moi, on travaille jamais pour moi, on travaille avec moi. De mon expérience, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs aux Émirats et on leur demande leur niveau d'études lorsqu'on doit faire leur visa auprès de Qui leur l'immigration. demande? L'immigration. Et Ok. du coup, moi, je leur demande, puisque je Mhm. dois Bien transmettre sûr, bien l'information sûr. à l'immigration. Et j'ai quand même été... j'étais pas étonnée de l'information, mais étonnée de la propension que ça prenait, du nombre de personnes qui n'ont pas fait d'études du tout et qui réussissent très bien. L'école t'a permis d'ouvrir les premières portes, mais en aucun cas elle ne t'a destiné à justement pouvoir t'expatrier aux Émirats, avoir un cabinet de conseil aussi efficace. Je veux dire, Ganoui, en plus d'être ami, moi de base j'étais client. On ne paye pas depuis 5 ans avec grand plaisir avec vous parce que vous faites du travail médiocre. Donc je pense que l'école t'a donné un cadre, l'école t'a donné une organisation, mais derrière ça, tu es allé chercher des choses que l'école ne te destinait pas. Sinon, on ne t'inviterait pas, ne serait-ce qu'en conférencière, pour justement transmettre ton expérience que l'école ne peut pas donner aujourd'hui. Et je pense qu'il y a vraiment une grande différence entre l'instruction et le fait d'être intelligent. Tu sais, moi, dans le domaine que j'ai choisi, les gens ne comprennent même pas ce qu'ils émettent comme critique. C'est-à-dire que quand on me dit oui, il faut 10 ans d'études pour faire de la finance, etc., truc, mais est-ce que vous savez quel type de finance on pratique en banque? Qu'est-ce que c'est qu'un trader institutionnel? Qu'est-ce que c'est qu'un trader de banque? Nous n'avons absolument rien à voir dans la prise de décision qu'on fait, vu que nous n'avons pas déjà la même responsabilité. C'est des gens qui sont couverts en termes de position et qui ne perdent jamais. Et quand ils perdent, c'est qu'ils reviennent. C'est Et, pas leur sou. et c'est pas leur sou, et surtout, c'est le système qui les a poussés à ça. C'est pas la même responsabilité, c'est pas les mêmes gains. High risk, high reward, comme on dit. Moi, je suis plus dans ce profil-là. Le monde appartient à des profils comme les miens. C'est-à-dire, il faut être un gambler, il faut tout tenter. Parce que la frontière entre la folie et le génie, c'est le résultat. Point à la ligne. Qu'est-ce que tu en fais de ces haters, de ces personnes qui critiquent? Est-ce que tu leur réponds? Est-ce que tu les ignores? Est-ce que ça t'alimente? Est-ce que ça te démotive? J'aime me déranger pour pouvoir créer le débat et discuter et continuer à être dans une évolution constante hors des cadres. Mais non, ça me démotive pas. Au contraire, je les vois toujours comme un sparring partner. Après, j'ai l'impression d'être Hercule qui se bat contre l'hydre de Lerne. Les réseaux sociaux font que, en fait, l'algorithme ne confronte pas tes vidéos toujours aux mêmes personnes. Et des fois, moi, comme je suis quelqu'un justement qui aime transmettre même aux gens qui me détestent, je vais me justifier, avancer des arguments. Parfois, ça fait changer la conversation. Mais ensuite, la même critique revient 3 jours, 4 jours plus. Et en fait, c'est fatigant. Mais il y a un moment où, à mon échelle, je voulais qu'une voix s'élève. Cette voix qui s'élève a fait que j'ai éteint tout le reste sur le côté. Et il y a des gens qui, non conscients de ça, parce que ça prouve aussi que malgré tout le bruit que tu peux faire, tu as un impact très limité. Et au final, tu te dis, peu importe ce que je fais, quel impact ça a. Et c'est pour ça que c'est très important de toujours comprendre que la réalité n'est qu'une question de perception et qu'il faut toujours accepter de se mettre à la place des autres avant d'engager un débat. On va dire, si je te demande ton mot de la fin, c'est être soi-même, Mhm. inspirer, transparence, et après, Accepter que identifier un problème, c'est le régler à 50% et que ce proverbe qui dit chasser le naturel, il revient au galop, c'est totalement faux et que tout le monde est capable, pas de changer, mais d'évoluer et d'embrasser un destin qui lui plaît. Encore faut-il fournir les efforts nécessaires à tout ça. Toi qui aimes bien les citations et les anecdotes, il y en a une de justement Shirmomo, que j'avais vu en vidéo et qui va dire à ceux justement qui veulent s'expatrier à Dubaï et tout, il a dit ça. Il a dit en Afrique, la gazelle se lève et elle court pour échapper au lion. Et le lion se lève pour attraper
la gazelle. Il a dit à Dubaï, je m'en fous que tu sois un lion ou une gazelle, lève-toi et cours. Je la connaissais pas celle-ci. Elle est bien. Mmh. Ça veut dire que tout le monde, peu importe son échelle, dans les 24 heures qu'il a dans sa journée, doit être le plus productif possible pour pouvoir manger et ne pas être mangé. Bah, parfait. Sur ce, je te remercie beaucoup en tout cas pour le Avec partage grand plaisir, et puis merci. on se dit à très vite. À toutes!